bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir à l'auditorium de la Fondation Pernod Ricard, qui, comme chaque mercredi, devient la scène vivante de nos rencontres, nos programmes de rencontres, de parole. Donc ce soir, c'est l'ouverture de la nouvelle saison et donc nous avons le plaisir de vous retrouver avec une nouvelle édition de Poésie Plateforme, donc un programme qui a été pensé et qui est animé par le poète et enseignant Jérôme Moche, que j'en profite pour remercier. Et donc c'est un programme assez particulier car nous propose toujours des rencontres assez particulières entre des personnalités venant de champs différents qui se rencontrent pour parler de leur pratique. Et donc ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Anne Bourse, donc artiste, et en compagnie de LHR, poète. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je crois que le fil rouge de cette rencontre sera le roman de LHR, Tupa Madre, qui est un roman, un récit assez extraordinaire pour l'avoir lu, et donc qui permettra donc la rencontre entre ces deux créatrices. Donc merci encore d'avoir accepté notre invitation et belle rencontre à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup Antonia, merci la Fondation Pernod Ricard, merci beaucoup Anne Bourse qui est artiste, merci Lucia Etchart qui est romancière, poète, puisque effectivement c'est dans la catégorie des romans et non pas du côté des poésies que l'on trouve ton livre, ce livre paru en 2003 aux éditions des Terrasses. Pardon 2023, pardon, je me suis trompé, mais voilà, mais... la littérature, c'est une navigation dans le temps et une expérience, donc... Voilà, tu l'as peut-être vécu, notamment en 2003 ou à d'autres moments. C'est effectivement un récit très, très étonnant. Un récit, on va revenir dessus, entre les langues, entre les expériences, entre les sociabilités, entre les pratiques, les réflexions, entre l'action. C'est d'abord un objet formellement qui étonne, parce que c'est une langue française hybridée d'espagnol, ou l'inverse, on en reparlera sans doute. C'est ce qui frappe à la lecture au premier abord. Mais ce qui est aussi très fort, c'est la puissance des scènes, le rythme narratif que cela construit et la réflexion qu'il y a aussi sur l'insertion, l'hybridation des cultures, des actions, des groupes, entre notamment, puisque tu es uruguayenne, les situations notamment politiques et sociales, à la fois les tiennes, celles dont on hérite, puisque c'est un récit qui est très marqué par les expériences antérieures de lutte marxiste, notamment des années 70, leur transfert aussi en France et les interactions entre ces moments, ces espaces et ces cercles familiaux, amicaux. C'est ton premier livre, un livre très remarqué et remarquable. L'idée de vous convier ensemble, en fait, puisque le principe de ces rencontres Poésie Plateforme, c'est aussi à chaque fois d'inviter une ou un artiste contemporaine parmi les plus stimulants, les plus étonnants ou intéressants. Et c'est en fait là, cette rencontre s'est fait tout à fait simplement et naturellement, c'est-à-dire que Anne Bourse, je crois que c'était ici à la Fondation Pernod Ricard, lors d'un vernissage ou d'une rencontre, qui s'est approché de moi et qui m'a dit: est-ce que tu as lu est-ce que tu as lu Tupa Madre? Et donc, en fait, moi, je n'avais pas lu à ce moment-là, et ça m'a incité, bien évidemment. Et donc, tout naturellement, ayant de longue date très envie d'inviter Anne Bourse, qui est cette artiste dont le travail... lui aussi entretient un rapport à la fois obsessionnel, étrange, passionnant. Il se trame quelque chose peut-être de proche par moment, mais en même temps bien évidemment de très différent, avec des méthodes, des instruments, c'est de cela qui sera, j'imagine, question, qui peuvent être par moments proches. Parce que le travail d'Anne, qui est principalement un travail de dessin,
de structuration d'objets, d'appropriation, pas forcément d'ailleurs de détournement, et quelque chose qui a trait, et ça frappe d'ailleurs matériellement très fortement avec l'écriture, puisqu'il y est très souvent, et on verra des images, il est question, enfin pas question, voilà, ça parle ou ça consiste en des actes d'écriture, mais qui fabriquent des formes presque, pourrait-on dire, de récit, mais bien évidemment, enfin pas bien évidemment, mais qui dépassent ou qui se font avec, sans, au travers du langage, à travers d'un certain nombre de gestes qui peuvent être aussi en écho avec ceux de ton travail de romancière. Donc Anne Bourse a exposé dans de nombreux centres d'art ces dernières années, que ce soit en France, mais aussi en Allemagne, au Québec, au Portugal, si mes souvenirs sont bons. On l'a vu notamment au Crédac à Ivry, on l'a vu au Parc Saint-Léger, on a pu voir à la Fondation Pernod Ricard dans le cadre de l'exposition de François Piron, exposition intitulée Poésie prolétaire d'ailleurs, point commun peut-être qui peut rapprocher, puisque le livre, ton livre a été rapproché notamment de celui de Cathy Molnar, qui avait cofondé cette revue avec Christophe Darcos et Pascal Doury. Voilà, et on le voit aussi ton travail à la galerie Crève-Cœur qui te représente, et puis on le verra très prochainement au musée d'art moderne à Saint-Étienne, puisqu'elle accueillera en novembre ta première exposition dans une institution muséale en France. Voilà, je crois que pour commencer, nous avions imaginé de faire toutes sortes de choses, circuler, et puis finalement, nous allons peut-être d'abord t'entendre lire, et puis nous allons voir aussi peut-être un fragment de ce que tu vas nous lire pour entrer aussi dans la matérialité de ta façon d'écrire, ta graphie, et puis voilà, nous allons voir des images du travail d'Anne et échanger, et puis nous échangerons avec vous aussi, avec plaisir. J'ai pas de livre en vrai. Tu peux me prêter? Ok. Ouais, il faut pas que je fasse tomber ça. Alors. Bon, attendez, je vais chercher, d'accord? Si, tu peux faire tomber, c'est pas grave. Désolée, je connais pas très bien le livre. Voilà, on est là. C'est bon? J'y vais? Voilà, on peut peut-être projeter. Oui. C'est celle qui a le texte avec l'autre. Voilà. Désolée. Alors, mon pote Manuel, à chaque fois, il est perdu avec ma famille. C'est très simple pourtant. Je lui répète à chaque fois. Mon frère, Liber Tupac, et ma sœur Senia ont le même père qui n'est pas mon père et la même mère qui est ma mère. Ma sœur Alicia, elle a une autre mère qui n'est pas ma mère et un père qui est mon père. Et moi, je suis la fille de ma mère et mon père. Je lui fais un petit dessin pour qu'il comprenne. Il dit toujours trop compliqué. Mais t'es con ou quoi? C'est pas compliqué. Je lui fais des petits schémas. Il me dit, ok, du coup, t'as pas des vrais frères et sœurs, t'as des demi-frères et sœurs. Je le frappe. Des demi ta gueule. Il me demande comment ça se passe si on habite tous ensemble. Là, je lui mens parce que c'est moins compliqué que de dire que mon frère, on ne sait pas trop où il est, qu'il disparaît et apparaît, que ma sœur s'est barrée avec son prof, et mon autre sœur, on ne sait jamais si elle va partir habiter avec sa mère féministe qui dit toujours qu'elle va l'emmener avec elle dans ses voyages, puis non. Je lui dis que oui, qu'on habite ensemble, mais pas avec les pères et mères qui ne sont pas mes pères et mères. Trop compliqué, trop pas. Faut dessiner sa famille à l'école. La maîtresse dit faut dessiner et en bas mettre les prénoms. Je suis trop contente, c'est mon opportunité pour démontrer que ma famille est normale. Je ne vais pas faire référence aux autres pères et mères qui ne sont pas mes pères et mères, mais sont les pères et mères de mes frères et sœurs complets. Je vais juste faire le truc normal et tout le monde va penser « Ah, c'est hyper normal ». Même pas, personne ne va rien penser tellement ça va être pareil que tout le reste. Enfin, je dessine. Il y a ma mère, mon père, mon frère, ma sœur, mon autre sœur, gna et moi. En bas de chaque personne ou chat, je mets les noms. Il y a certains noms qui viennent d'autres personnes. Du coup, il faut quand même que j'explique ça, je pense. C'est hyper important. Mais je vais respecter la consigne. Du coup, je vais expliquer en dessinant parce que c'est la consigne.
La maîtresse toujours me dit qu'il faut que je respecte plus les consignes. Lucia, c'était pas ça la consigne. Respecte la consigne, elle me dit. Je suis déterre pour respecter la consigne. Je colle une deuxième feuille en bas de mon dessin. Du coup, je respecte la consigne parce que c'est une même feuille. Très bien. Je commence à dessiner les personnes à qui appartiennent les noms des personnes de ma famille. Je suis très fière du résultat. Je trouve mon dessin très clair. Je sais que tout le monde va très bien comprendre. Il y a le dessin de ma mère qui fait un pull en laine avec une main et tire les cartes de l'autre. En bas, j'écris son nom, entre parenthèses, Maria Veronica. Maria, entre parenthèses, parce que personne l'utilise. Ma sœur Alicia, elle m'a expliqué les parenthèses et je trouve ça magnifique comme outil. Et en bas de Maria Veronica, je dessine deux vieilles, les deux grand-mères de ma mère, Maria et Veronica. À côté du dessin de ma mère, je dessine mon père avec sa moustache. En bas, son nom, Rodrigo Mario. Entre parenthèses, je mets Moïse. C'est comme il avait été nommé, mais on lui a changé parce que ça faisait trop juif. Et en bas, comme je ne sais pas d'où viennent ses prénoms, je dessine un rat et une milanaise parce que c'est des trucs qui commencent par les mêmes lettres de son prénom. Mon frère, je le dessine avec ses longs cheveux noirs et sa tête de rien et une guitare. En bas, son nom, Liber Tupac. Et en bas, je dessine Liber Hernandez, l'ami de ma mère qui s'est fait tuer par un groupe de chasseurs de Tupamaros qui s'appelait l'Escouade de la Mort. Je le dessine par terre, brûlé par des cigarettes et coupé et saignant de partout. À côté, je dessine Tupac Amaru, le gros leader de la révolution anticoloniale. Je dessine aussi sa mort quand les colons lui ont attaché chacun de ses membres à un cheval différent et l'ont cassé en morceaux et aussi lui ont coupé la langue. Ma sœur Senia, je la dessine avec des livres et des lunettes et son petit palmier sur la tête que j'adore. En bas, j'écris Senia. Je dessine en bas, du coup, la meuf que j'imagine a sauvé ma mère. Je dessine une meuf, waouh, toute belle, toute pimpée. Ma sœur Alicia, je la fais en train de danser parce qu'elle aime bien ça, elle danse trop bien. J'écris Alicia et je ne sais pas d'où vient ce nom, du coup, je lui dessine un arc-en-ciel en bas avec un cœur parce que je l'aime. Gnagna, je la dessine en train de prendre le soleil sur le trottoir. J'écris Gnagna et en bas, je dessine le moment où j'ai trouvé Gnagna derrière la maison de ma grand-mère. Moi, je me fais plus petite que le reste parce que je suis plus petite. J'écris Lucia, entre parenthèses, Lou. Et en bas, je dessine ma sœur jumelle argentine, Rosita Margarita. Je suis très très fière de mon dessin. La maîtresse demande qui veut passer devant et commenter son dessin. Yes, je lève la main la première. Voilà. Merci. Anne, quand tu as lu le roman, qu'est-ce qui t'a frappé outre peut-être, puisqu'on a pu voir la graphie, les fautes, ce genre de choses. En fait, j'avais oublié, parce que j'oublie tout, moi. Je te l'ai dit déjà tout à l'heure. Et du coup, je l'ai relu hier. Et ça peut... Ouais. Ça peut pas me refaire ce que ça m'a fait la première fois. Parce que ça arrive qu'une fois, ce que fait un livre, qui peut être fou, quoi. Mais j'ai revécu un tout petit peu à moitié ce que ça m'a fait. C'est qu'en fait, il y a un... Enfin, déjà, on est dedans comme si on y était. C'est très bizarre, les âges que tu as, parce que c'est au présent. Et pourtant... Je crois pas que tu l'as écrit quand tu étais petite. C'est bizarre. Enfin, il y a une non-distance qui est très particulière. Comment toi, adulte, tu peux écrire depuis un point de vue d'enfant sans que ce soit joué ou décalé, je sais pas. Et puis il y a une montée avec ta mère qui va peut-être aux scènes de l'exorcisme, mais il y a beaucoup de... je sais pas comment dire, c'est un livre sensationnel, de sensations, je veux dire, et... Il y a un climax de... Moi, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Et ça, j'avais oublié, en fait, que c'est ça qui s'est passé, en fait, au long du livre. Et je l'ai revécu un peu hier, mais en moins fort, parce c'est comme les films, les livres, on les revit jamais deux fois exactement, quoi. Enfin... Et la première fois, ce qui m'est arrivé, c'est que ça m'a aidé... En fait, j'imagine ça fait la même chose à tout le monde, mais quand tu lis un livre, tu deviens le livre. Enfin, moi, je me mets à parler... comme toi, je deviens toi, quoi. Et après, faut que je fasse gaffe. Je veux dire, dans ma vie, si après avoir lu tel ou tel livre, j'ai un rendez-vous, il faut que j'ai lu le bon livre pour aller au bon rendez-vous, pour être la bonne personne. Vous voyez, ça peut être très dangereux. Ou ça peut très bien marcher. Et avec le tien, en tout cas, ça m'a donné une énergie vitale, on va dire. Enfin, c'est un peu... des gros mots comme ça, mais le mot d'énergie vitale au sens où il y a de la... Je sais pas, il y a de la...
de l'amour et de la confiance et de la joie, même dans des trucs super durs que tu décris et qui montent. Je veux dire, jusqu'à la fin du livre, la dureté, elle monte, quoi. Enfin, je m'y attendais pas au début. Et donc, en ressortant, j'étais un peu toi, voilà. Mais les livres, hélas, ça dure. C'est comme les films, ça dure jamais plus d'1 ou 2 jours. L'effet que ça te fait, quoi. Voilà. Mais ça m'a aidé à être un peu plus toi et un peu moins moi, quoi. Enfin, je sais pas. Non, c'est bien, mais je veux dire, les livres, c'est comme des médicaments. Faut prendre le bon pour aller au bon rendez-vous. Enfin, pour affronter des discussions ou des trucs. Et le tien, il va en positivité, en tout cas dans mon énergie, quoi. Enfin, voilà. De ton côté, Anne, tu as un rapport très, très étrange par rapport au texte, enfin pas étrange, enfin voilà, de justement, comme tu le dis, de désir, ça passe souvent par des gestes ou des processus de recopiage. Tu peux nous en parler un peu de ce genre de... Peut-être montrer aussi quelques images, bien sûr. Oui, je cherche... Maintenant, ça va être le moment où je cherche. Très bien, parfait, oui. C'est plusieurs strates dans mon travail, mais c'est vrai que cette pratique que j'ai En fait, je dessine tout le temps. Et souvent, quand je dessine... plus tellement maintenant, mais... Attends, donc je sais jamais exactement quoi dessiner. Disons que c'est toujours un peu sous hypnose. Enfin, quelles que soient les hypnoses, elles sont. Je sais pas comment décrire en fait le fait de travailler en art, mais pour moi c'est que des systèmes un peu où je me demande pas qu'est-ce que je suis en train de faire, et c'est comme ça que ça commence en général. Et donc le truc bizarre en conférence dans mon travail, c'est qu'il faut jamais montrer qu'une seule image, parce qu'il faudrait plutôt en montrer plein très vite. Parce que c'est pas des choses que je fais très, très sérieusement ou très calmement, en fait. Je sais pas par où commencer quelque part. N'importe où. J'ai cherché des moyens de faire exister ces dessins, ou je voulais faire des livres. Mais peut-être que j'avais rien à dire ou que je savais pas quoi dire, et ce qui m'intéressait, c'est la fonction fiction quasiment de l'objet du livre, où je voulais faire des livres, pas pour la réalité, mais pour des livres qui joueraient dans des films en quelque sorte. Donc ce qu'il y a à l'intérieur peut être des fausses écritures, parce que je ne sais pas écrire, enfin je ne sais pas quoi dire, ou faut que je montre plein d'images, vous comprendrez, je crois, mais je cherche lesquelles. J'en avais une en particulier qui ressemble, enfin qui est un poème, parce que moi je voulais écrire de la poésie, mais souvent tu recopies en fait des choses. Tu recopies parfois des choses. Oui, soit j'écoute de la musique, j'écris. Soit je recopie consciemment des livres dont, par exemple, dans une revue une revue imaginaire, parce que c'est un seul exemplaire des poèmes de Jack Spicer que j'aime beaucoup. Je sais pas si tu connais Jack Spicer. C'était un poète américain des années 30, je crois. Ça, c'est des scans de pages d'une revue imaginaire, quoi. Enfin, et donc j'ai recopié des nouvelles de Roberto Bolaño, qui est un auteur que j'aime beaucoup aussi. Parfois c'était recopié à la machine, à l'ordinateur, où en fait je cherchais des moyens de produire des livres dans lesquels je mets tout ce que j'aime, un peu on dirait du fan art, je sais pas si on dit ça, enfin quand tu es fan de quelqu'un, donc tu le recopies parce que c'est le meilleur moyen de l'atteindre. Enfin, d'aller vers lui, quoi, ou de devenir lui, je sais pas. Je sais pas où est Bolaño. Ah oui, parce que là, dans une revue imaginaire, suivra... Après ça, il y a des nouvelles de Roberto Bolaño, mais là, c'est un dessin de... Dans mes revues, il y a aussi des dessins. Je crois que c'est un dessin d'un livre de Bolaño qui se fait attaquer dans une ruelle. Il y a des pubs
donc c'est des revues. Donc dans les revues, il y a des textes et il y a des publicités. Voilà, des sponsors. J'ai fait ma première revue pour une expo avec Franck Balland, qui est là. C'était une reprise d'un journal de neurologie qui existe dans la réalité, qui est lié à des médecins qui m'ont sauvé la vie, on va dire, et dont je suis tombée un peu amoureuse. Donc j'ai voulu refaire comme eux des journaux de neurologie et mettre à l'intérieur, fallait mettre des choses, quoi, et que je ne suis pas neurologue. Donc, tu nous as invités parce qu'elle est folle. C'est ça. Non, pas spécialement. On est deux tarés là. Non, pas vraiment. Alors toi, de ton côté, tu recopies aussi beaucoup de choses. Enfin, c'est un travail en partie de recopie. Enfin, au début d'ailleurs de Tupa Madre, tu as une page scannée qui provient d'un carnet de ta mère. Oui. Oui, voilà, il faut parler un peu. Voilà. Oui. Et pourquoi tu as fait ça? Et parce que en vrai, je pense que tout le livre, en fait, qui n'était pas censé être un livre au début, et c'est un peu une obsession aussi par garder une mémoire d'une meuf, en fait, qui pour moi était une meuf de ouf, qui a fait des trucs de ouf dans la vie, qui gardait silence et qui vivait sa vie comme une, tu vois, une meuf voilà, de quartier comme tout le monde. Et je suis un peu obsédée par ces darons de quartier qui, en fait, pour moi, sont des sujets politiques de malades et qui ont des trucs de ouf derrière. Et donc, je pense que je le dis à un moment dans le livre, que le silence, il est bruyant. Et à côté de ça, j'ai mon daron qui ils étaient dans la même orga, ils ont, tu vois, été dans le même truc révolutionnaire et tout et machin. Mais par contre, le gars, c'est un héros de guerre un peu, tu vois, qui a pas mal parlé de sa life dans ces moments-là, de la prison et tout. Et j'ai vécu entourée de récits que de gars à propos de ça, pendant que, tu vois, les gars parlaient, ma mère leur faisait à bouffer. Et après, elle allait taffer dans ses tafs de merde, et après, et elle faisait tout dans la maison, tu sais, le truc des meufs, un peu de faire absolument tout. Et puis toi, après bien des années, tu racontes et tu as des tas de petits morceaux, je crois avoir compris, c'est ça, de textes. Et pendant pas mal d'années, tu as ces morceaux et progressivement, ça s'est mis en place. Ce truc-là qui est dans le livre, qui sont des morceaux de son carnet, c'est qu'en fait, quand elle est morte, j'ai trouvé un tout petit carnet là au fin fond de son tiroir, qui est à la taille, je pense à peu près, peut-être plus petit, j'ai dû un peu agrandir, qui est là, et où elle avait des listes de courses et puis ses pensées très deep, très dark, et à côté de 250 grammes tu vois. Et du coup, ça, oui, j'ai une petite obsession pour garder. Moi aussi, quand j'étais gosse et que je voulais découvrir qu'est-ce qui s'était passé dans le passé avec ma famille et tout, je prenais beaucoup de notes. J'ai gardé des papiers, le papier qu'à un moment je parle, qui est un peu une espèce de point, un truc fondationnel des révolutionnaires, des Tupamaros. Et oui, il y a une obsession pour garder, pour lier des trucs et de me dire, à un moment, je vais tout avoir, à un moment, je vais tout comprendre. Et pas du tout. La meuf, elle est morte, du coup, on ne saura jamais. Mais tout ça ensemble, qu'est-ce que ça donne un peu? Et toi, qu'est-ce qui fait que certaines choses s'assemblent dans une revue plutôt que dans une autre? Alors, on a compris qu'il y a cette revue qui s'appelle Brain, il y en a une autre qui s'appelle Wayne, il y en a d'autres aussi. Qu'est-ce qui fait qu'un morceau se retrouve dans tel objet? On verra aussi que souvent, ils sont présentés sur des coussins. Attends, je cherche. Des coussins, ouais, parce qu'il faut les mettre dans le monde de l'art plastique, les choses sont réelles, tu vois. Donc, soit on met des tables, soit des socles. Et donc, les coussins, c'était une amie, Sarah Tritz, qui m'a donné l'idée. Et c'est Sarah et les coussins sont devenus des parties des pièces parce que
C'était des coussins spéciaux, entre guillemets. Je vous montre les photos. Ça, c'est des reprises, on dit en français des covers. En anglais, c'est des copycat de coussins faits par un artiste qui s'appelle Jason Dodge, que j'aime beaucoup. Donc, j'ai refait ces coussins. Je sais pas, c'est vrai, les coussins, c'est avant que je fasse des matelas. J'ai fait des coussins. Ouais. Je fais tout ce qui est doux et mou. C'est facile. Les scie sauteuses, les perceaux, ça fait peur. Et les... je sais pas, je pense que c'est vraiment un truc très primitif de la douceur. Quand j'étais petite, je rêvais la nuit de magasins de tissus géants où mon doudou, c'était juste du tissu d'ailleurs, un bout de tissu spécial. Enfin, je pense que j'aime bien le... Bah, c'est parfait les coussins pour moi. Peut-être faut tout fermer pour ouvrir des trucs après. Ça, c'est un coussin spécial. C'est, dans mon travail, il y a beaucoup de références que je donne pas toujours. C'est un peu, j'ai l'impression qu'on visite des photos de vacances et je vous dis, alors là, c'est quand machin, il a fait ça. C'est des notes de musique qui proviennent de Les Simpsons. C'est Marge Simpson que j'aime beaucoup, qui est la housewife de Homer Simpson. Et je déteste Homer et j'aime beaucoup Marge et je la soutiens. Et il y a un épisode, c'est le numéro 559, c'est le seul où elle se laisse aller. Elle prend du LSD au festival, le festival américain, je sais plus comment ça s'appelle. Elle prend du LSD et elle a une hallucination, elle voit ces notes de musique passer devant ses yeux. Et moi, j'ai consacré beaucoup de mes pièces aux notes de musique qui passent. Ça dure 5 secondes dans l'épisode 559 et c'est le seul moment où Marge se libère, quoi, de son rôle de housewife, c'est quand même assez dur. Son personnage dans Les Simpsons, il est vraiment réservé au foyer, quoi. Et donc, c'est un hommage à Marge, mais c'est aussi un prétexte parce que j'aime les motifs. Et donc, je fais des motifs de musique, mais dans les pièces, il y a toujours la référence à Marge, du coup. Mais oui, dans les livres, c'est des compilations de... je peux ouvrir celui-ci. Encore les notes de Marge. Ça, c'était un livre, une revue qui regroupe beaucoup de dessins, d'images de club et notamment du H-Club, qui est lié à Jean-Luc, qui est là. Jean-Luc Blanc. Jean-Luc Blanc, ouais. Il a les lunettes. Jean-Luc, quand il était petit, il a monté un club réel dans la poulailler ou le garage poulailler de ses parents à Roquebillière. C'est dans l'arrière-pays niçois, dans la montagne. Et Jean-Luc, il était passionné de disques, de musique, et donc il a monté un club où les villageois venaient le samedi soir, et ça s'appelait le H-Club. Je crois qu'il y avait un gros H sur l'entrée. Ouais. Et quand c'est pas toi qui me l'as raconté, c'est Mimosa. Quand Mimosa m'a raconté cette histoire, ça m'a fait rêver. Je suis très, comment dis-je, j'utilise mes amis. Quand on me raconte une anecdote, mes amis deviennent des personnages de fiction. Il y a plein de choses dans mon travail liées à mes amis, en fait. Et donc là, Jean-Luc. Et donc cette revue-là est consacrée au club. Il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de beats. Oui. Et c'est écrit sobering là. Pour le coup, c'est écrit quelque chose. Alors sobering, ça veut dire, ça n'existe pas, je crois vraiment, mais ça voudrait dire devenir sobre. Sobering. Et donc tous ces dessins sont complètement compulsifs, je dirais pas automatiques, mais on va dire dans des états c'est lié à la musique que j'écoute, c'est lié à tout ce que la musique procure en termes de sensations. On va dire de la musique, je sais pas, plutôt électronique dans ces cas-là. Et donc le livre, c'est un peu un lieu pour rassembler tout ça, mais c'est aussi un prétexte pour montrer des dessins qui sont des choses difficiles à montrer, je trouve. Tel quel. Ouais. De ton côté, les anecdotes, elles renvoient toujours à des événements réels. Oui. Voilà. Ouais, je sais pas,
ouais, il y a un truc un peu de mémoire et de raconter. Je pense que ça fait beaucoup partie aussi de notre culture très fort en un peu, ouais, je sais pas, transmission orale forte et qu'on se raconte beaucoup de trucs et beaucoup de fois on se raconte les mêmes trucs. Et je pense aussi ça vient d'un espèce de aussi de. Moi j'adore écouter les mêmes histoires et je raconte les mêmes histoires. Et il y a mes petites copines là qui m'accompagnent partout et du coup je sais pas comment elles s'ennuient pas que moi je dis à chaque fois les mêmes choses et c'est parce elles aiment écouter les mêmes choses. Et je pense que c'est aussi un outil pour je sais pas, ancrer des trucs. Parce que aussi, après, maintenant, quand je le pense, oui, ça devient politique, non? Ce truc de ne pas se laisser effacer et de transmettre. Mais du coup, oui, moi, les anecdotes, je sais pas, il y a un truc de. C'est moi, quoi. C'est ce que j'emmène avec moi. J'ai pas grand-chose. C'est comme si je te montre un album photo ou comme si que je fais pas. Je prends pas du tout des photos. J'ai pas du tout des trucs de vidéo. J'ai ce truc plus de récit. Je suis hyper exagérée. En Oui, vrai, non. En vrai, non. On l'a entendu là dans l'extrait. Il y a un art de Non, ça s'est passé exactement comme ça. C'est les autres qui racontent moins. Mais bon, oui, moi, je suis un peu connue par rajouter de la couleur aux choses. Comme on dit chez nous, les pones couleurs, ça veut dire que t'en rajoutes, tu vois, que comme je dis aussi dans le livre, que d'un 1, tu fais un 1000 et que, voilà. Et d'une miette, un repas de Noël et tout ça. Mais ouais, c'est pas un truc réfléchi en tout cas. Après, et du coup, là, quand je vous entends parler et tout, moi, j'apprends aussi de mon propre truc. Il n'y a pas un truc très. Je sais pas comment dire. Je peux me rendre compte après de qu'est-ce qui se passe. Mais en tout cas, je pense que de notre culture uruguayenne, sud-américaine, il y a vraiment un truc dans les histoires. Tu écoutes l'histoire de quelqu'un et tu te dis, mais c'est moi qui t'ai raconté ça. Et la personne, elle est en radio, mais si c'est elle qui l'avait vécu, avec des petits éléments qu'elle rajoute. J'étais là, mais c'est moi qui t'ai raconté ça. Non, c'est moi qui t'ai raconté ça. Non, c'est toi qui. Non, c'est moi, c'était tel jour. Non, tu vois, des trucs comme ça. Et c'est des façons aussi de cette appropriation voilà, on fait de l'appropriation tout le temps. Après, il y en a qui font de l'appropriation plus intense, n'est-ce pas? La France. Mais après, la culture, elle est faite d'appropriation. Pas tout le monde se fait riche et tue des continents entiers pour ça. Mais sinon, il y a une forme d'appropriation qui est plus la vie, quoi. Et c'est ça, c'est qu'on n'est pas des éléments seuls, on se fait avec les autres, on est les autres. Qui je suis, j'en sais rien, je suis les autres sont moi. Et Anne, de ton côté, les couleurs, ton univers, si on peut dire, a des gammes chromatiques très particulières. Ça viendrait d'où? D'admiration particulière ou de goût personnel, entre guillemets? Attends, là, il y a. Ouais. Parce qu'il y a quand même des teintes souvent. Ouais. Mais il y a aussi une forme, mais je pensais. Il n'y a jamais de jaune. Enfin, il y a très rarement du jaune, mais c'est pas parce que j'aime. Moi, j'adore le jaune. Si, marge, mais jamais je la dessinerai. J'aime pas sa couleur de peau. Non, mais j'adore le jaune, mais il y en a pas parce que ça marche pas avec moi. Enfin, je sais pas, c'est comme ça. Et il y a tout le temps, c'est bizarre de parler de couleurs. Les couleurs, tu les vois, mais en parler, c'est très étrange. Mais il y a tout. Genre, j'ouvre un dessin parce que c'est là où il y a ma gamme la plus simple. C'est juste, j'utilise des stylos billes 4 couleurs, rose, violet, vert et bleu. Et j'ai réalisé, j'apprends en faisant et je suis pas douée à la base, mais j'ai réalisé que moins il y en a de couleurs, plus ça va faire des mondes, comme des motifs et du coup, je sais pas, la réduction. Faudrait fermer ça parce que ça.
À quelle taille ça? Tu le fais à la main, c'est des vrais Ouais. trucs. Ouais, C'est quelle ouais. taille là? Ça, c'est une page de magazine. C'est comme ça, c'est comme ça. Comme ça, ouais. Et oui, bah, on retrouve toujours les mêmes couleurs. Je sais pas, en fait, je pense que c'est... Tu commences un truc petit à petit, ça prend du temps et petit à petit, tu es dedans et ça devient ton milieu, quoi. On va dire que c'est mon biotope, quoi, ces couleurs-là, en fait. Et là, il y a un peu de jaune, mais c'est très rare que ça sorte de ça, oui. Ça, c'est la physio pour, ouais. Pour aller au H-Club. Ouais. C'est Jean-Luc le physio, non? T'es le physio du H-Club? Ouais. Eh oui. Ouais, bien choisi. Et la lecture de ça fonctionne comment? Ça se lit comme des fragments, ça se lit comme de la poésie où il y aurait des formes de rythme ou de rimes internes, d'effets visuels Les dessins ou tu parles de... Enfin, les dessins et le choix dans les revues. Moi, je les fais pas en pensant qu'on va les lire, je les fais en pensant, comme je disais, qu'ils vont jouer dans des films. Donc, j'ai déjà hors du... Oui. C'est faux, c'est pour de faux, je sais pas comment dire. Donc, je pense pas à la... En vérité, il y a un truc ambigu parce que je fais des expos, je le sais bien que je fais des expos dans le réel. Oui, de l'art contemporain. Ouais. Mais quand je travaille, j'ai des systèmes de fiction qui font que je crois que je travaille pour pour d'autres fonctions. Des fictions, des fonctions de fiction, je sais pas, ou pour des rêves la nuit, je sais pas. Donc, qui va lire quoi à l'intérieur, c'est une autre affaire. C'est pas la mienne a priori. Ça le devient par la force des choses. Donc, c'est des sortes de commandes, en fait, que tu te donnes à toi-même. Liées souvent quand même à des fonctions et des activités sociales, des rôles qui t'intéressent, que tu fantasmes à ta manière. Je fantasme à ma manière et j'exécute et après la suite dans une expo c'est vraiment une autre affaire, un autre travail douloureux en général et qui est génial mais qui fait remonter le temps et revenir à un truc un peu waouh, ah oui, ok, faut que ça se passe pour les autres, pour de vrai, ou je sais pas comment dire. Ouais. Mais c'est des opérations délicates. Mais en même temps, qui sont très matérielles, parce que c'est quoi? C'est faire des fausses pubs, c'est quoi? Tu peux donner des exemples, par exemple? Alors, ouais. J'en avais fait beaucoup pour Brain. Dans les magazines suivants Brain, j'ai fait des pubs pour Brain. Oui. Je trouve celle que j'aime. Ah, elle est là. Ça, ce qu'on regarde, c'est des scans, en fait. Donc ça, c'est dans Cave Mag et c'est une pub pour la version enfant, je crois, de Brain, Journal of Neurology. Et donc, c'est que des jeux comme ça et j'ai un peu honte de... Parfois, je dis pas ces choses-là parce qu'elles sont complètement dans des jeux un peu puérils. Enfin, je sais pas comment je m'anime. Parfois, c'est tellement sans recul. Je veux dire que c'est honteux de le dire en public, je sais pas comment dire. Enfin... Dans ton roman, il y a aussi des jeux, il y a aussi mimé des scènes de l'exorcisme, il y a des... Oui, il y a comme un peu un truc de référence, oui, je sais pas, de lien entre la culture... Du coup, la culture de cette tradition peut-être orale ou plus uruguayenne, je sais pas, et plus un truc de la culture de la télé, de la culture. Moi, je suis télé, je suis télénovela, je suis Hollywood. Oui, et la culture pop, oui. Oui, pop. Et du coup, oui, il y a quand même
ces liens qui se font dans ma tête, dans mon corps, des fois très malheureusement. Et bon, mais c'est comme ça, quoi. Je suis ça. Franchement, je suis ça. La télé, une fois que tu l'as allumée, c'est dead, c'est fini. Voilà, c'est fini. Je peux pas aller voir, tu sais, des films des fois hyper intéressants ou lire des bouquins hyper intéressants parce que mon attention, mes neurones, elles sont là. Alors, qu'est-ce que t'es... Un truc plus lent comme ça marche pas trop, quoi. C'était pas la question, non, ça. C'était pas vraiment une question, c'était juste pour voilà, il y a de très belles scènes aussi sur cette proximité avec ta mère, avec voilà cette grande tendresse et fascination et cette transmission de valeurs, d'expériences et oui, c'est un livre de deuil. Là, l'autre jour, une copine parlait aussi une copine mère morte, parlait que la mort comme un truc vraiment, c'est le truc qui est pareil, ou pas pareil, mais tu vois, le truc qui arrive, c'est le truc qui, voilà, c'est là, c'est pour tout le monde, machin. Pourquoi je dis ça? Pas savoir. Non, mais parce que c'est un livre de deuil, parce que en fait, je démarre le livre comme ça et je pense que c'est aussi j'aime bien résumer en une phrase ou condenser, j'aime bien condenser et trouver une phrase qui condense parce que j'ai pas la mémoire pour me souvenir de tout, mais je peux me souvenir d'une phrase et je me la répète et ça devient un truc qui me reste et auquel je me prends, ça devient partie de mon kit de survie. Et le livre commence en disant une personne c'est beaucoup. Et une personne qui t'accompagne dans cette vie, dans ce monde de merde, aussi très beau par ailleurs, mais dur et tout. Trouver une personne, qu'on se trouve à deux avec une personne, que ça soit ta daronne ou peu importe d'autres, ou je sais pas, un animal ou une plante ou j'en sais rien. Mais trouver, c'est pas des personnes, mais bon, désolé, mais il y a de la contradiction dans tout. Mais c'est énorme, c'est beaucoup. Du coup, je pense que quand j'ai fini une autre réponse à une question que tu n'as pas posée, mais quand j'ai fini le livre et de le lire, parce que je ne l'ai pas lu le livre, je l'ai écrit et je ne l'ai pas lu et j'ai menti à mes éditeurs en disant que je l'avais lu pour le réviser. Et du coup, j'ai dit oui, c'est bon, mais je ne l'ai pas relu. Du coup, il y avait plein d'erreurs dessus qu'on a corrigé un peu dans cette deuxième impression, mais quand même, voilà, je l'ai lu. Et quand je l'ai lu, en fait, j'avais la sensation avant comme si j'avais menti ou exagéré. Et là, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais non, c'est pas assez, quoi. Je pourrais écrire des livres et les 7 Harry Potter sur cette meuf. Je pourrais écrire toute ma vie sur elle. Je pourrais devenir dingue et me plonger dans... Je pourrais. Peut-être je vais le faire. Mais il n'y a pas beaucoup de temps non plus. Mais je ne sais pas pourquoi je disais ça, du coup je vais finir là. Et les dessins, ils sont fixés, on les reprend ou quand les choses sont terminées, quand un magazine se trouve posé sur presque son socle que serait le coussin Ça dépend lesquels, il y en a toujours plein en même temps, mais quand ils sont finis, je le sais, enfin je ne sais pas comment dire. Je les prends en photo, je les mets sur Instagram. C'est ce que je fais. D'accord. Et alors, tu en ouvres un autre après ou comment? Il y en a toujours, il y en avait déjà 20. Il y a un truc du temps chez moi qui n'est jamais vraiment très linéaire, mais qui est vraiment des empilements. Et les dessins, en vrai, c'est bizarre. Je ne sais pas si on se rend compte de l'extérieur, comment dans un dessin, quand tu le regardes, tu te rappelles de la musique que tu écoutais il y a 10 ans en le faisant. Enfin, c'est des attrapes-mémoires, comme la littérature, mais d'une manière visuelle. Et c'est très bizarre parce que c'est comme des aiguilles temporelles, enfin, un temps vraiment pas linéaire, un temps entassé en sandwich et une aiguille où tu es là, je sais pas, et ça te fait une aiguille vers un endroit très bizarre. C'est là où, quand tu l'as fait, il s'est passé ça, où tu as eu quelqu'un au téléphone qui t'a dit... Et donc, tout ça, c'est de la mémoire où je ne sais pas comment le décrire autrement ce que c'est qu'un dessin, si ce n'est ce truc qui rapporte, enfin, qui se réveille quand quelqu'un le regarde. Dans la tête de la personne, il y a un truc comme ça qui est jamais vraiment arrêté. Enfin, pour moi, qui l'est fait, en tout cas. Et il y en a toujours plein en même temps qui tournent, même littéralement sur la table.
Parce que ça dépend lesquels, mais il y a beaucoup de dessins qui n'ont pas vraiment de sens de la gravité, quoi, ou des dessins qui sont plus des bah oui, tu peux les tourner. Je trouve des dessins qui étaient vraiment. Tu peux tourner dans les. Mais j'en ai peut-être pas. Peut-être dans les dessins du H-Club, peut-être. Mais non, dans les dessins. Il y a parfois, on sent des destinataires ou des dessinatrices, voilà, à qui c'est offert en quelque sorte. Ouais, dédicaces. Des dédicaces, des spéciales dédicaces. Ça marche pas. Ah bah, ça s'ouvre pas, c'est bizarre. Je cherche s'il y aurait un dessin qui n'a pas... Bon, ça veut pas. Très bizarre. Peut-être je vais tout fermer pour que ça marche. C'est les dessins du H-Club. On repart dans le H-Club. Qui reviennent. Mais ce sont des compagnies, des compagnons, des compagnonnes. Ouais. Là, typiquement, c'est un dessin où il y a plusieurs reprises. Derrière, il y a de l'impression. Enfin, c'est du papier que j'ai imprimé. Il y a une espèce de poème. Il y a des dessins qui existent plusieurs fois que je refais. Oui, il y a des dessins qui tournent, mais lui est sage, mais il fut un temps où c'était beaucoup moins sage et c'était vraiment comme des nappes sur la table et c'était quoi le début de la question? Enfin, en fait, je sais plus. C'était pas vraiment une question, c'était... Je suis entrée dans le labyrinthe. C'était... Et ce sont des objets avec lesquels tu vis Sans indiscrétion? Bah oui, je cherchais un truc à dire, mais... Ouais, mais je les... Souvent, ils sont très cachés, mais il y en a quelques-uns dans des livres. Je dessine beaucoup dans mon lit et du coup, j'ai besoin de livres sous les dessins pour qu'il y ait quelque chose de dur. Enfin, oui, il y en a un peu dans les strates des livres, des grands livres, pour des grands dessins. Souvent, ce que tu nous as lu, de rajouter une feuille, je rajoute beaucoup des feuilles à mes dessins pour qu'ils soient plus grands, où il y a des trous, donc je colle. En fait, le format, il n'est pas déterminé à l'avance souvent dans le dessin, en fait. Donc, faut rajouter du papier jusqu'à ce que... Ouais. Ton roman, il est monté, il est cousu aussi de plein de morceaux. Qu'est-ce qui fait dire que ça tient à un moment Putain, je sais pas. Après, c'est vrai que tu as dit que tu l'avais pas lu, donc... Là, je l'ai lu. Tu l'as lu, oui, mais je l'ai lu dans un premier temps, tu l'avais pas lu. Non, c'était très dur pour moi de le relire. Mais non, et du coup, bon, et ben, alors... Mais en fait, j'écris très vite. J'ai plein de petits, un peu comme ça, j'écris partout, j'écris dans mon téléphone, j'écris des petites notes, j'écris vite dans l'ordinateur, j'ai plein de trucs. Et après, ça prend pas de temps. Ce qui a pris du temps, c'est le rassemblement de tout ça pour faire un peu un peu l'archéologie du bail. Et ça... je sais pas, hein. En fait, au début, je me suis dit, putain, je vais pas pouvoir le faire, je vais devoir imprimer, mais comme ça, et voilà, et en fait, il y a un peu un truc comme un espèce de truc assez magique, comme si, en fait, il y a un truc qui s'organise. Et même ce truc c'est pas linéaire, mais il faut avoir un début et une fin. Il faut que comme ça ait des formes qui se finissent, c'est ça l'objet, c'est nanana. Et ça complique la chose avant dans la tête. Mais après, le truc, c'est comme si les petites pages, elles vont toutes seules, elles se mettent et ça se... C'était hyper facile. Je pensais que ça allait me mettre du temps. Et puis, il y a le choix très particulier de ne pas avoir corrigé l'orthographe. Ouais. Ah, oui. Enfin, tu peux en parler? Oui. Je suis filmée, non? Je ne peux pas parler de Jean. Bon. Non. OK. En général. Du coup, j'ai des personnes qui m'ont lu,
qui sont des personnes qui écrivent des livres, qui... je racontais que moi, c'est un livre où j'ai pleuré, j'ai mis mes tripes littéralement dedans, et que quand je suis arrivée avec ça, et de l'autre côté, j'ai eu une réponse, tu vois, d'un gars français, un Jean-Luc, tu vois, et qui me dit, mais il n'y a pas d'apostrophe. C'est illisible, on ne peut pas avoir accès au truc. Et moi, j'étais là, mais t'es sérieux, tu vas aller là? Et tout ça parce qu'en vrai, moi, j'écrivais comme ça, donc j'écrivais comme j'écris, et je n'écrivais pas avec ni les doubles, triples lettres, ni tout ça. Sur un clavier sur un clavier et QWERTY. Vous avez la CERTY. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en fait, il n'y a pas les... Et donc, c'était plus rapide pour moi. Et après, sinon, je devais passer tout ça, le copier, le coller sur langagetool.com et que là, ils me mettent tous les accents et les trucs. Des fois, ils corrigeaient mes phrases. Ah bah oui, oui. Oui. Mais c'est pas non plus énorme, ça se fait automatiquement quand même. Il y a des outils pour ça. C'est pas non plus... Ah, moi, ça me prenait du temps, hein, Oui. parce qu'il faut copier-coller. Après, dans chaque truc, moi, je devais relire parce qu'ils me changeaient des trucs, ils ne comprenaient pas si mon truc, parce que mes phrases étaient trop, je ne sais pas quoi. Et ça, je le rendais. Et moi, si je voulais passer à autre chose, j'écris vite. Donc, tout ça, ça me prenait du temps. Donc, un jour, je ne l'ai pas corrigé. Je l'ai rendu comme ça. J'ai dit, c'est parce que je n'ai pas eu le temps. Et le gars, il a bloqué sur les apostrophes. Et j'étais là, mais pardon? Et en plus, il dit, ah ouais, bah, c'est élitiste d'écrire comme ça, franchement. J'étais là, excuse-moi, Michel Foucault, comment? What? Qu'est-ce qu'il me dit, le français, là? Et ça m'a énervée. Et en plus, ça m'a fait rire de voir un gars adulte se bloquer complètement sur l'ordre, tu vois? On parle de livres, là, on ne parle pas de neurosciences, c'est des trucs très sérieux que la camarade tu vois, là, c'était vraiment, du coup, je me suis dit, mais ni toi, mais je vais te ramener aucun apostrophe, jamais. Et je veux que ça se garde comme ça. Parce que pourquoi? Parce que le rap, c'est bon. Enfin, en fait, le français, les langues, c'est une décision. En plus, il y a une copine qui est sociologue, mais je l'aime quand même, qui a dit s'est renseignée sur les questions de comment le français devient si élitiste, avec des apostrophes. C'est une histoire pour sélection, comme une sélection de personnes qui devaient partir au travail manuel et des personnes qui avaient ce pouvoir d'intégrer des règles qui font aucun sens. Du coup, en fait, bye. Non, tu vois, ça m'a énervée et ça m'a fait un peu un truc d'une réaction un peu adolescente, machin. Et après, je me suis dit, non, mais c'est politique, en vrai. Tu vois, j'ai le truc, non, mais en vrai, c'est un choix politique. Je défends le français, quand même des hybrides, les migrants, gna. Et du coup, et voilà, ça s'est passé comme ça. Mais et maintenant, et de plus en plus, je trouve du sens. Et au début, c'était drôle parce que tout le monde me disait, et ça, c'est le pouvoir institutionnel aussi du monde, mais de ce pays très particulièrement, qui avant te disait, bon, ben, c'est jamais meuf, c'est impossible. Tu vas jamais pouvoir le publier, tu vas jamais pouvoir machin. Et après qu'il est sorti, c'est en mode, c'est révolutionnaire. Comment t'as fait? En fait, non, ça existe, les gens, ça fait partie du monde. Il y a plein de chansons comme ça, il y a plein de textes comme ça, il y a plein de trucs. Juste ici, tu vois, ils les mettent pas à côté de Guy de Maupassant, ils veulent pas, tu vois. Mais c'est un truc qui existe, c'est vrai. Juste, il faut faire des livres avec les langues et arrêter avec tout ce délire, quoi. Et toi, cette question des normes dans les dessins, par exemple, ça t'intéresse? Est-ce que c'est créer tes propres règles? Quelles normes? Justement, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des normes? Ou alors ça fonctionne vraiment très différemment? Il y en a, oui. forcément, mais c'est moi qui les fais, quoi. Enfin, malgré moi, j'imagine que, comme tout le monde, j'ai mes règles, mais oui, je suis en tout cas une mauvaise appreneuse où j'ai un mauvais rapport à ce que j'aurais dû faire ou ce qu'il fallait faire ou comment il fallait le faire. Et j'aime beaucoup faire
ce qu'il fallait, enfin, prendre le chemin un peu comment dire, pas prendre le bon destin, ou je sais pas. Enfin, par exemple, je suis prof aux arts déco et j'aime beaucoup avec les étudiants qui ont été peut-être en première année baignés dans les techniques. Ce qu'on apprend, donc les techniques, c'est des normes, vraiment. Enfin, il y a un ordre à chaque chose pour passer à la suivante, je sais pas, dans les matières des arts déco. Et j'aime beaucoup avec elle et eux ne jamais avoir appris rien. Enfin, pour eux, faut essayer pour elles, faut essayer de les désapprendre, mais pour moi, c'est la base. Je sais pas, faire toute seule, donc pas comme il faudrait, ou pas dans le circuit qu'il faudrait. Et enfin, moi, je fais ça dans tous mes choses, pas que, enfin, moins dans le dessin peut-être, mais dans les habits que je fais, enfin les habits entre guillemets. Oui, les vrais faux habits. Les matelas, oui, enfin Oui, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé les smokings, les manches de smoking que je commence à fabriquer sur un métier à tisser. Donc, en fait, mais ça c'est le plus parlant parce que donc ça se fait comme ça aurait pas dû se faire. Je sais pas comment font les gens dans la mode pour fabriquer des habits, mais je suis sûre qu'ils font pas comme ça. Et donc, une chose bizarre en entraînant une deuxième, et il y a là-dedans, enfin moi, mon moteur, c'est le désir, en fait. C'est un désir très bizarre et qui est, je pense, très infantile, enfin, qui est lié à l'enfance, en fait, de faire les choses que tu n'es pas supposé faire et de les faire tout seul. Enfin, c'est trop délirant de faire un livre tout seul, en fait. Enfin, de faire un matelas tout seul, de faire un vêtement tout seul. Tout ce que tu n'es pas fait pour faire, je sais pas. Enfin... Et donc, faire des manches de costumes. J'ai acheté un métier à tisser, donc j'ai pas appris à en faire. Donc, j'ai regardé des tutos sur YouTube. Donc, j'apprends en copiant ou en détruisant du tissu pour comprendre comment c'est fait. Enfin, en détruisant des habits pour comprendre comment ils sont faits. Et donc, sur YouTube. Donc, une chose en entraînant une autre, je me rends compte que j'aime beaucoup ces motifs et puis que du coup je veux faire de la mode, quoi. Je sais pas comment on dit, des costards. Je veux faire des costards, voilà. Et alors toi, qu'est-ce que tu voudrais faire que tu ne sais pas faire? Tout. Moi, je pense, l'autre jour, il y a eu, je ne sais pas si vous connaissez Faiza Hagen, l'écrivaine. Elle disait, en fait, si vous avez plus peur d'être con, je sais pas c'est quoi elle l'a dit comme ça, mais en tout cas, c'était la liberté. Tu vois. Et quand elle a dit ça, j'étais là, ouais. En fait, moi, il y a un truc de l'illégitimité, de que moi, je suis pas une écrivaine, de que c'était pas ce que j'étais censée faire ou quoi, je sais pas. Et ça il y a une passion, c'est comme jouer à un truc. Et en fait, si tu le fais pas, je pense que si moi j'aurais pensé que j'allais vraiment publier ce livre, je l'aurais pas fait, quoi. Je l'aurais pas fait comme ça m'aurait mis un truc direct. Non, je peux pas, c'est impossible. Mais en jouant en prétendant je pense qu'il y a comme un truc et en fait ça donne une certaine liberté de s'en battre les couilles de ce qu'on va penser de ce que tu fais puisque tu le montres à personne. Après tu le montres et tu es là et bon voilà. Mais du coup je me dis aussi là j'écris beaucoup et j'aime trop écrire et du coup j'aimerais pouvoir arrêter mes tafs pour avoir de la thune pour écrire et juste écrire. Mais en vrai, je me dis que si je fais ça et que j'écris, je vais devenir, tu vois, ça va pas être la même. En fait, ce qui me pousse, je pense, à écrire, c'est que c'est mon espace de liberté, que personne me lit et que machin. Par contre, je pense que je vais continuer à publier, mais bon. Je sais pas, je suis pas sûre, peut-être pas. C'était quoi là? Il n'y avait pas de... Et Anne, qu'est-ce qui fait qu'on a encore envie de faire des choses? C'est parce qu'on découvre, on va vers d'autres projets? Ouais, déjà c'est addictif un peu chez moi. Enfin, c'est pour ça que dans mes dessins il y a beaucoup des relations à l'alcool, mais symboliquement quasiment.
des choses qui reviennent comme ça en boucle. Mais oui, le monde dans lequel... Enfin, le monde, il n'y a qu'un seul monde, c'est pas ça que mais l'état plutôt dans lequel ça me met. Et oui, il y a quelque chose après, il y a toujours quelque chose après. En fait, c'est très lent et très long. Et moi, peut-être, il y a un truc... je suis assez timide et le truc, je fais des travail qui prend énormément de temps et du coup c'est aussi c'est ambigu mais c'est un peu une excuse parfois pour ne pas sortir. Je peux pas parce que j'ai trop de travail. Il y a tout un enfermement comme ça quasi volontaire et désirable et qui est aussi un gros problème dans ma vie aussi. Mais oui, un endroit qui ne va pas en s'arrangeant, en tout cas. Mais je comprends complètement ce que tu as dit, que si tu étais supposé le faire, de devenir celle qui fait des livres et qui les publie, ce serait peut-être moins désirable parce que moins puissant à l'intérieur du process, je sais pas, mais c'est des choses qui se transforment, je pense, malgré soi, en fait. C'est des choses qui bougent, j'ai l'impression, mais... Y a-t-il des questions, j'imagine, peut-être des impressions? Non, merci beaucoup de tout ça. C'était super. Mais juste Anne, moi je connais assez bien ton travail, je l'ai vu pas mal de fois, mais je suis très intrigué par la dernière photo là qu'on vient de voir avec les mains. Parce que c'est nouveau pour moi, je n'avais jamais vu ça. Voilà. Et je voulais juste savoir comment tu le présentes, ça, si tu le présentes dans un centre d'art, je ne sais pas où, une galerie, c'est quoi? C'est une photo? Non. C'est dans le futur, donc en fait, ça vient à la suite à la Fondation Ricard, j'avais fait une... tu vois, ces trois choses que tu vois au sol, c'est des choses impromptues qui sont nées comme elles sont nées et je les ai prises en photo, mais c'est pour une expo qui arrive en novembre. Et c'est toujours comme ça que se fait mon travail. Donc, il faut fabriquer, j'imagine, même si parfois c'est dur pour moi, mais il faut fabriquer des architectures à toute chose, en fait. Comme un livre peut en être une pour des dessins. Et donc, dernièrement, j'étais dans le plexiglas et je faisais... à la Fondation Ricard, c'était une espèce de boutique de montres. Ça s'appelait autrement, mais je montrais des montres. Moi, j'ai tous ces espèces de fétiches sur les objets de la nuit, les montres, les costards, les bouteilles, les chaussures. Et là, j'en sais rien, mais au point où j'en suis à penser à ces architectures en plexiglas, en plastique, qui se montent avec du scotch et qui se démontent et qui se rangent à plat. Mais les mains de mannequin seraient là, présents. Ouais. Oui, d'accord. Okay. Et puis, juste une dernière chose, je ne veux pas non plus accaparer tout ça. Mais, tu as dit à un moment que j'ai cru comprendre que tu refusais la notion d'écriture automatique. C'est vrai? Tu le refuses, ça Je comprends pas trop le mot automatique. C'est pas, je refuse pas. C'est le mot, en fait, le sens du mot automatique. Quand je le regarde, je suis pas sûre de comprendre parce que automatisme, ça me fait penser à quelque chose qui n'est pas très sentimental. Et moi, je suis très sentimentale, même si c'est des choses qui naissent dans une espèce de pensée inconsciente, quoi. Mais c'est pas l'histoire de l'art dans ce mot-là, c'est le mot en lui-même que je comprends pas tellement, en fait. Ok. C'était par rapport à ton livre, je me demandais, est-ce qu'à un moment tu t'es posé la question de l'écrire en espagnol ou pas? Et pourquoi tu as choisi de l'écrire en français? C'était pas un choix, c'est parce qu'en fait, je voulais partir de chez moi et que je faisais ce truc de petites écritures, que je parlais français et qu'on m'a dit pourquoi tu ne te présentes pas à une bourse d'écriture à Paris 8 de master de création littéraire. Et je l'ai fait et je l'ai eu. Et du coup, je devais présenter des textes en français pour les trucs. Je fais 1 an des 2 ans de master. Et du coup, j'ai dû écrire en français.
Et en fait, en écrivant en français, j'ai trouvé aussi d'autres trucs qui... C'était la première fois que j'écrivais des trucs en français. Et je sais pas, il y a un truc, je sais pas si c'est parce que c'est pas la langue de l'école ou tu vois, qu'il y avait des trucs que, à ce moment-là que moi j'étais en plein deuil, j'étais fracassée. Ça sortait d'une façon qui, en même temps, ça me permettait de dissocier un peu plus et en même temps, ça me connectait. Je sais pas. Il y a un truc de connexion de câbles bizarre qui s'est fait que je kiffais en fait. Et par exemple, là, j'essaye dans les trucs que j'écris, je me dis, vas-y, continue à écrire en français, voir qu'est-ce que ça donne. C'est fermé, c'est fini, je n'arrive plus. Ça sort pas. Du coup, je sais pas, c'était vraiment les conditions que ça, je devais faire ça. Et du coup, en vrai, c'était dur pour moi de penser de le traduire à l'espagnol parce que je parle pas mal de certaines personnes là-bas dont j'ai un peu peur. Et aussi parce que c'est vraiment l'histoire de ma MIF, tu vois. C'est vraiment un truc... du coup aussi, ça m'a sécurisé de le faire ici. Et même si après, ma famille, elle lit le français quand même. Du coup, j'ai mal calculé mon truc. Tu as aussi des projets éditoriaux. Tu as monté une maison d'édition. Tu peux peut-être en parler. Et puis Anne, d'ailleurs, pourrait nous parler parce qu'il y a aussi une dimension collective parfois dans tes travaux. Oui, avec des potes de ma vie d'amour là-bas, on a monté une petite maison d'édition. On s'est dit pourquoi pas, puisqu'on fait pas ça, on n'a jamais fait ça et on sait pas faire. Et on n'a absolument pas le temps. Pourquoi pas, tu vois. Et pourquoi pas publier. Maintenant, on est en train de travailler sur un livre d'une meuf palestinienne, mais surtout, je disais, c'est un peu cette recherche de pouvoir faire un peu que les livres du Sud global qui n'arrivent pas en Uruguay puissent aller. Et je pense qu'il y a des liens de différentes diasporas ici du Sud global où on a des passés politiques très, très forts et par la répression. Je ne sais pas si vous savez, mais en fait, la répression, la guerre en Algérie et la répression en Algérie a été ensuite, les Français, ils ont appris aux États-Unis à faire ça chez nous. Donc, en fait, nous, les révolutions qu'on a eues, les dictatures, ça vient de la période impérialiste des États-Unis et c'est les Français qui ont appris les techniques en Algérie. Donc, en fait, il y avait beaucoup de liens à l'époque et de liens politiques. Et moi, je me retrouve beaucoup avec cette diaspora-là ici et je sais pas, à construire un peu un projet politique un peu commun ou à faire traverser des textes comme ça parce que là-bas, j'en sais rien parce que je sais pas trop, mais il n'y a pas trop de choses de ça. Et aussi, c'est très niche, c'est très intello, c'est pas très accessible. Donc l'idée, c'est de faire ça très lentement et d'apprendre au fur et à mesure. C'est un peu un bordel, franchement. Le nom de la maison d'édition, Instagrammable. Il n'y a rien, mais bon, on va sortir un premier truc bientôt. Ça s'appelle Mentirosa, qui veut dire menteuse. Puisque voilà. Et du coup, Mentirosa éditorial, avec les personnes, des personnes les plus magnifiques que cette planète ait jamais vues. Mes copines. Et peut-être parce qu'il y a aussi toute une politique de l'amitié dans ton travail, Anne. Tu es toi-même l'héroïne d'une partie du travail de Benjamin Serror. Enfin, voilà, il y a des peut-être que tu peux un tout petit peu en parler. C'est des choses qui se font jamais. C'est comme quand je parle de Jean-Luc et qu'il est dans la salle, il y a un effet de réel un peu étrange parce qu'il est là. Il y a des mélanges entre mes amis réels et des personnages de fiction comme Marge Simpson. Et un jour, je ne sais pas, dans une expo, il y a un jeune homme qui m'a demandé, il était très choqué ou très fâché parce que je mélangeais les gens réels, entre guillemets, avec... il y avait Peter Falk, il y avait Marge Simpson, il y avait d'autres personnages de fiction, je ne sais plus. Et j'arrivais même pas à comprendre la question parce que pour moi, me paraissait être complètement impossible qu'on
qu'on vive plus ou moins, dans les mêmes, je sais pas, strates réelles avec nos amis imaginaires ou nos amis réels, et que ce sont les mêmes et qu'on les transforme aussi dans le langage en permanence. Et moi, chez Benjamin Serror, typiquement, c'était un texte qu'il avait écrit pour une expo à moi, qui est une fiction, et dans laquelle il me transporte dans son langage, ou je sais pas, et c'est aussi quelque chose que je fais... j'ai l'impression, oui, avec mes amis, mais c'est trop... c'est que des exemples précis. Je sais pas comment dire. Ouais, il y a pas de... on n'est pas organisé. Il y a d'autres... Moi, c'est une question pour l'écrivaine. J'ai beaucoup aimé ta spontanéité. Et une remarque, une question. La remarque était au départ une question. C'est à toi. Quand tu disais j'écris ce livre, mais si on m'avait dit qu'il serait publié, je ne l'aurais peut-être pas écrit comme cela. Et donc se pose la question du deuxième livre. Mais tu as répondu en disant que voilà. La remarque, c'est exactement ce que dit Kafka. Quand Kafka dit qu'il y a l'impossibilité d'écrire sans vivre, et il y a l'impossibilité de vivre sans écrire. Et c'est une phrase qui m'a toujours fascinée, cette double impossibilité qui s'aboute. Et voilà, donc voilà, une petite... je trouvais très kafkaïenne dans ce sens-là. Bah, il a raison, franchement. Mais la question n'est pas là, la question, elle est sur la forme. La question est la suivante, c'est que du peu que j'ai entendu, et j'ai cru voir une forme parfois de grande oralité dans le texte. Et je me disais, est-ce que tu as pu avoir recours, et ce n'est pas loin de moi un reproche, est-ce que tu aurais pu utiliser des enregistrements que tu aurais fait oralement et que tu aurais retranscrits, voilà. Ou quelque chose, voilà, quelle est ta cuisine de l'oralité? En fait, j'ai énormément d'enregistrements, et c'est parti d'un projet d'enregistrement de ma mère, de quand elle était malade, parce que le truc, c'est qu'elle a commencé aussi à un peu me parler du truc. Du coup, je l'ai enregistré. Mais en fait, dans chaque enregistrement, elle est là. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'enregistres? Genre, ça va pas? Du coup, j'étais là, bon, ben non. Et en même temps, j'ai fait le travail de enregistrer, comment on dit? Transcrire. Mais je ne l'ai pas mis là-dedans. Il y a un truc un peu dans ma tête, il faut que je parle, peut-être un truc comme ça. Et du coup, si j'arrête de parler et si je commence à écrire, c'est l'écriture qui sort en mode lundi matin était froid et le ciel, tu vois. Et ça me déconnecte. Et du coup, s'il y a un truc comme je sais pas comment dire, il faut que ça parle, quoi. Et je le corrige peu, enfin j'enlève peu de trucs, je corrige peu, j'enlève peu de trucs, du coup ça reste, tu sais. Donc dans le deuxième livre, j'essaye de faire un livre et ça marche pas. Et je finis par avoir des dialogues avec moi-même que j'écris, où je me suis, tu vois, où je dis ça et après, il a mais t'es nul. Tu vois? Non, mais à qui tu parles? Enfin, tu vois, des trucs qui commencent comme ça, alors que moi, je voulais raconter l'histoire de Machinette et Machinette. Tu vois? Du coup, c'est compliqué parce que, oui, la spontanéité, oui, d'un côté, OK, mais d'un autre côté, my God, tu vois, est-ce qu'on peut s'arrêter un peu et planifier et écrire un truc qu'on a envie d'écrire? C'est là où j'en suis, là, tu vois, comme un combat un peu, où je me fatigue un peu de moi-même. Alors, tu vois, mais c'est des fleurs que je t'envoie, mais je pense, il y avait Kafka, mais il y a Duras aussi. Je t'enverrai là c'est une vidéo que j'ai vue sur Instagram. Il faut que je la lise, Marguerite. Non, mais c'est une vidéo même tout à l'heure, je peux te la montrer, qui dit, en fait, un écrivain, il peut pas faire son livre. Il peut pas, et il le fait quand même. Et si un écrivain pense qu'il peut le faire, c'est pas un écrivain. Et j'entends ça, je te l'envoie, mais c'est remarquable ce que dit Duras. C'est peut-être d'ailleurs vrai pour la vie aussi, pas que pour l'écriture. Mais on peut pas le faire, c'est parce que c'est impossible, parce qu'on le fait. Tu vois, ça c'est le côté que j'aime aussi des Français, c'est le côté que je déteste, et les Françaises, non, ouais. Ils font des règles, et ils parlent en tu. Quand tu machin, alors qu'ils parlent d'eux.
Mais en même temps, tu vois, ça fait le truc gourou et en même temps, tu es là, oh, elle a raison. Ouais. Là, elle a raison. Ouais, elle a raison. Me fait le double truc. C'est vrai, hein, je vais la lire. Ça, c'est une vidéo, tu dis, sur YouTube? Oui, après, tu me la... Oui. Sinon, on avait un petit spectacle planifié pour la fin. C'est pas vrai, c'est payant en tout cas. Merci beaucoup Lucia, merci Anne. Merci. Lucia. Non. Ah, c'est ta sœur, oui. Ah, oui. Alors, nous avons notre prochaine rencontre sera le 27 novembre. Nous inviterons Pierre Paulin, qui est artiste, et Fanny Charras, qui est sociologue et anthropologue. Merci. Et nous allons prendre un verre.